Les appels en faveur d'un fédéralisme européen se multiplient. Mais l'histoire du vieux continent n'a rien à voir avec celle des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Europe sont-ils vraiment notre avenir, alors qu'on déplore l'absence d'un esprit européen, la perte d'identité, la crise migratoire, les mutations des droits du travail, tout est sous influence européenne. Le 29 mai 2005, 55% des électeurs français, 54,87% exactement, votaient non au référendum sur le projet de traité dit de Constitution européenne. Nicolas Sarkozy, en pleine connivence avec François Hollande et les principaux dirigeants du PS, du MoDem et de EELV, décidèrent tout de même de soutenir et de signer le traité de Lisbonne, qui reprend la quasi-intégralité du projet de constitution européenne, qui était pourtant rejeté par le peuple souverain. Cette entité qui allait devenir l'Union européenne, est née au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Son premier objectif était de renforcer la coopération économique, en partant du principe que les pays liés par des échanges commerciaux deviennent économiquement interdépendants, et seraient moins enclins à entrer en conflit. Tout ce grignotage de terre que l'Union européenne tient sous sa cape, est un ensemble de pays, certes différents mais qui ont plus ou moins la même culture, la culture chrétienne. Dans les villages d'Europe, les églises surplombent le toit des maisons. La communauté européenne n'a qu'un lien, celui d'avoir une culture millénaire qui est le christianisme. Depuis le 8 mai 1945, nos chers médias ne cessent de nous inculquer que l'Allemagne a déclenché la guerre, et serait donc responsable du grand nombre de morts suite à cette Seconde Guerre mondiale. Mais un mensonge répété continuellement, restera toujours un mensonge. L'Allemagne a déclenché la guerre uniquement à la Pologne, pour une raison totalement effacée par nos médias. La raison est qu'en 1939, 50 000 Allemands polonais ont été déportés dans des camps de concentration, et assassinés plus de 3 800 Allemands vivant en Pologne. L'Allemagne nationale-socialiste commençait l'invasion de la Pologne sioniste, et aboutissant à la récupération d'anciens territoires allemands perdus lors du traité de Versailles, ainsi qu'à l'annexion de l'Ouest polonais pendant que l'était annexé par l'Union soviétique. Ceci mit un terme au crime des Polonais contre les habitants des pays germaniques, un événement connu sous le nom du massacre ouvert, ou le dimanche sanglant. La guerre contre la Pologne ne durera que 29 jours. Le 3 septembre, la France et la Grande-Bretagne déclarent la guerre à l'Allemagne et le 5 septembre fut la première bombe sur le sol par la Royal Air Force. Un discours antérieur d'Hitler, sur une certaine mainmise des Juifs sur les banques, la famille Rothschild, serait en lutte pour une domination des pays par le système bancaire, ce qui n'a pas plu au nationalisme allemand. Les discours dans les années 40 d'Adolf Hitler est très clair là-dessus. D'ailleurs, voici une affiche publiée par le Troisième Reich en 1942. Le général britannique Fuller écrivit dans un livre paru en 1937, que la France et l'Angleterre étaient alliées l'une à l'autre, parce que toutes les deux étaient construites sur la puissance de l'argent et se trouvaient sous la domination du système bancaire international. L'Allemagne s'étant libérée de cette puissance internationale, on allait s'activer fébrilement à l'anéantir. Ce fait fut confirmé par la suite par le Premier ministre anglais Chamberlain, qui écrivit à sa sœur le 10 septembre 1939 « C'est l'Amérique et le monde israélite international qui nous ont précipités dans la guerre ». La guerre contre le nationalisme pourrait être faite pour que le monde israélite ne perd pas ses places importantes qu'ils ont acquéries dans la finance, les médias et la politique. Aujourd'hui, l'Union européenne est la continuité du pouvoir judéo-capitaliste et de l'échec du nationalisme. Le monde israélite qui détient des banques privées, ont tout accompli en créant une banque mondiale privée, qui prêterait de l'argent à partir de rien, mais moyennant un intérêt. On sait que la création monétaire provient des prêts. Mais on oublie souvent que l'argent permettant de payer les intérêts des prêts n'a pas été créé.
Les pays s'endettent ainsi de plus en plus, les obligeant de privatiser leurs richesses pour les vendre aux banques pour une bouchée de pain. Pour que les gens ne voient pas la supercherie, les médias sont noyautés, les hommes politiques achetés, pris dans un chantage. Tout le monde se tait, est désormais instrumentalisé par des médias trompeurs. L'encontre du nationalisme est tellement acquis, qu'est décidée une transformation de l'Europe. Le plus grand danger pour ces élites d'origine juive est bien entendu le nationalisme. Pour anéantir définitivement ce nationalisme, ils ont mis en place un plan machiavélique. L'immigration de masse est un phénomène dont les causes sont habilement dissimulées par l'élite politique, sous la propagande de l'inévitabilité du mélange des cultures. Loin d'être un phénomène naturel, l'immigration qui se trouve être massive et sans interruption se poursuit par un travail de métissage. Cela a été produit par nos élites. L'Europe a-t-elle été créée pour faciliter le remplacement de populations? Les lois que l'Europe impose aux pays ont réellement été fabriquées pour l'accueil des immigrés. Tous les pays européens sont soumis à la direction européenne, responsable du développement, de l'adoption et de l'implémentation des politiques d'immigration et d'intégration. Elle coordonne et surveille les activités des conseils territoriaux pour l'immigration, opérant depuis les préfectures. Direction centrale des services civils pour l'immigration et l'asile. Cette direction est chargée de l'accueil et l'aide aux migrants irréguliers d'une part, et aux réfugiés et demandeurs d'asile d'autre part. Et en parallèle, les médias poussent la population à se métisser. Par tous les moyens, le métissage est devenu à la mode. L'Europe dans 100 ans, nous y avons déjà rêvé. On observe qu'en se rapprochant des traditions on oublie la mode, et en oubliant les traditions on se rapproche de la mode. Notre nouvelle Europe sera-t-elle remplie de consommateurs écervelés? Des travailleurs dociles? Physiquement la population européenne serait comparée à celle du Brésil. Bienvenue dans une Europe, où le jambon beurre est remplacé par des kebabs, les églises sont devenues des musées inactifs, et les noms des magasins deviennent désormais anglophones. Remarquez, nous y sommes déjà tout proches. Par la volonté d'une poignée de sionistes, la destruction de l'Europe a été faite grâce à l'Union européenne, qui est désormais très loin d'être une démocratie. This morning, your new commission, you tell us that they're all in the last chance saloon. Well, I tell you what, I'll come and see you there. But you're going to have to introduce me to them, because this are pretty much a bunch of non-entities, unknown. I spoke to MEPs this morning who'll be voting later, and most of them couldn't even name half of them. And the one from Britain is so obscure, his name Lord Hill, but it should be Lord Who, because you know, the British public couldn't pick the bloke out of a lineup. And he's never been elected to anything in his life, which means he's perfect for the job. Because I don't think that the European public or commentators understand what the European Commission really is. The Commission is the executive, it is the government of Europe, and it has the sole right to propose legislation. It does so in consultation with 3,000 secret committees, staffed mainly by big business and big capital, and all the legislation is proposed in secret. And once something becomes a European law, it is the European Commission themselves who have the sole right to propose repeal or change of that legislation. The community method, which you championed this morning, the means by which the European Commission makes law and holds law, is actually the very enemy of the concept of democracy itself. Because it means in any member state, there is nothing the electorate can do to change a single piece of European law. So we'll be voting against the Commission today, not on the basis of the individuals,
but on the basis of the fact that it is a fundamentally in fact anti-democratic form of government. Les lois européennes sont très loin d'être démocratiques. En France, l'UMP et le PS ont voté dans le même sens les textes qui leur ont été soumis au Parlement européen dans 98% des cas. En conséquence, les lois racistes qui permettent le remplacement de populations sont-elles réellement légales? Avec le vote en faveur du non en 2006, nous sommes en droit d'obliger le gouvernement à rejeter les lois imposées par l'Union européenne et de demander une condamnation exemplaire pour le traître d'origine juive, Nicolas Sarkozy, pour avoir passé outre la volonté du peuple, exprimée dans ce référendum, et a fait ratifier cette même Constitution européenne, sous l'appellation Traité de Lisbonne, par voie parlementaire. Une Europe qui est donc imposée aux Français, détenue par des lobbies, ou l'effarante inauguration d'un Parlement juif européen. En effet, le 16 février a été inauguré dans une relative discrétion médiatique le Parlement juif européen, et pour cause. Ce Parlement est situé à Strasbourg dans les mêmes bâtiments que l'actuel Parlement européen, et avec Israël qui devient membre permanent de l'OTAN. Ainsi, le discours idéologique diffusé en France selon lequel la République ne reconnaîtrait ni les races, ni les ethnies, ni les couleurs de peau, est faux. Alors dans ce cas-là, pourquoi ne pas imposer un Parlement autochtone, celui qui opposerait une immigration massive? Comment ne pas croire à une illustration réaliste de la mainmise judéo-sioniste d'Israël via la franc-maçonnerie sur l'Union européenne de Bruxelles?